Radio Cam, bonjour à tous et bienvenue pour cette première table ronde filmée. On se retrouve aujourd'hui avec des participants du 4L Trophy. Salut les gars. Salut. On va vous expliquer, surtout vous allez pouvoir expliquer ce qu'est vraiment le 4L Trophy et voilà, comment ça se passe et pour ceux qui veulent y participer. Est-ce que vous pouvez commencer déjà par vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi c'est Jules, je suis en promo 2024, promotion arts et métiers. Je suis donc à l'ECAM depuis la prépa et j'ai fait le 4L Trophy avec un copain qui s'appelle Aurélien Robier qui n'est pas à l'ECAM. Voilà. Moi c'est Mathieu Deldua, j'ai fait 4L Trophy avec Hugo Spano qui est aussi dans la même promo que moi, donc on est en gym 2024, donc en alternance. Et voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qu'est le 4L Trophy, comment ça se passe Tout l'honneur. Vas-y. Mais du coup, c'est un rallye où le départ c'est de Biarritz. Le but c'est d'y aller en 4L. Donc nous on est parti de Lyon en 4L pour aller jusqu'à Marrakech. Donc on traverse la France, l'Espagne, le Maroc et on amène des fournitures aux enfants marocains en fait dans le désert. Mais il y a aussi du coup cet aspect humanitaire et aussi l'aspect un peu rallye où du coup on a des boucles dans le désert où c'est une épreuve de distance où on va faire le moins de distance possible. Et voilà. Tout ça en 4L. Tout ça en 4L. C'est ça, avec la fameuse 4L. Ouais, donc c'est un raid solidaire et c'est que réservé aux étudiants, aux jeunes, donc entre 18 et 26 ans, je crois bien. Ouais, ça. Et donc le but c'est vraiment un moment donc pendant 2 semaines entre étudiants, donc il y a cet aspect mécanique avec la 4L, donc, qui est une voiture avec que de la mécanique, rien à voir avec les voitures d'aujourd'hui. Et on traverse, en tout on fait 7000 km avec un départ à Biarritz et ensuite un retour à Marrakech. Et donc là, vous venez à peine de rentrer, à peu près? C'est ça, c'est fini la semaine dernière. Donc après le retour se fait tranquillement à Lyon. La course est finie, donc c'est le temps un peu pour profiter aussi, profiter de la route. Il y en a qui prennent un peu plus de temps. C'est que nous on a pris un peu plus de temps, on s'est dit que tant qu'à faire, on avait pris 2 semaines. Du coup, en alternance, on avait pris 2 semaines de vacances. Du coup, on s'est dit tant qu'à faire, prendre une semaine de plus pour faire toute la remontée de l'Espagne. Et après, il y en a qui le font un peu plus de façon rapide. Il y en a qui travaillent. Ouais, c'est ça. Et ça s'est bien passé dans l'ensemble On va dire que la 4L, du coup, ça reste une vieille voiture. Donc, sur l'aspect, en tout cas, du raid, tout s'est bien passé. C'est une super bonne ambiance jeune. Côté mécanique, nous, on a eu quelques pépins, mais ça fait aussi partie du truc et c'est ça qui est drôle. Et moi, je touche du bois, nous, on n'a vraiment rien eu. Enfin, on a eu juste un petit problème de carburateur, mais je connais. On a des mécanos qui sont arrivés, ils ont juste mis 2 petites aiguilles dans le moteur et t'as l'impression que c'était des magiciens. Et là, 4L est reparti. Nous, je touche du bois d'ailleurs, mais on n'a vraiment eu aucun souci. Nous. C'est vrai que du coup, sur le 4L Trophy, il y a quand même toute une organisation autour. Et il y en a plein en fait, qui font le raid sans avoir de connaissances mécaniques. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il y a toute une équipe mécanique qui est là sur la piste et le soir pour aider, pour apprendre. Et c'est vraiment top. C'est une ambiance d'entraide, quoi, le trophy. C'est ça qui est cool. Ouais, ça, je me revois encore à chaque fois qu'on passe des voitures arrêtées. C'est-à-dire que tu fais un pouce comme ça ou comme ça. Et si c'est comme ça, tout le monde s'arrête, quoi. Ouais. Des fois, t'as 10 4L arrêtés parce que le mec a fait 10 pouces comme ça et du coup, tu t'arrêtes, quoi. Et après, tu peux avoir plusieurs 4L arrêtés sur le bord de l'autoroute. C'est moins. Ouais, ça c'est un peu moins rigolo. Du coup, tu t'arrêtes forcément ça, un peu moins. Mais ça fait partie de l'entraide et c'est cool. Ouais, j'allais justement y venir au niveau de la préparation. Comment est-ce que vous aviez quand même des compétences en mécanique? Est-ce qu'il faut quand même un minimum de savoir-faire Pas forcément. Enfin, après, ça dépend en fait tout dépend de l'optique dans lequel on est pour faire le trophy. Il y en a plein qui le font juste pour faire des rencontres et qui vont acheter une 4L déjà toute faite, limite un mois avant le départ, et qui vont faire le trophy. Il y en a d'autres qui veulent absolument avoir la meilleure voiture et qui vont s'y mettre des années à l'avance et travailler à fond sur leur voiture. Pour ma part, avec Aurélien, nous, on s'y est pris 6 mois à l'avance. Et nous, on avait cette volonté en faisant le trophy d'avoir d'apprendre un peu plus en mécanique. Du coup, on a acheté une voiture qui n'était pas encore prête pour le trophy. Et on l'a préparée donc, avec l'aide de personnes. Parce que nous, à la base, on n'avait pas non plus de notion de mécanique. On aime bien faire des travaux manuels. On est un peu débrouillard. Mais en fait, c'est aussi ça qui est cool avec la 4L, c'est qu'on apprend au fur et à mesure. C'est de la mécanique super simple, en fait. Vu que c'est de la mécanique ancienne, il n'y a pas d'électrique, de trucs comme ça, quoi. C'est vraiment purement de la mécanique. Donc ça va démonter. Et pour ma part, nous, on voulait le but, c'est de faire une assez belle 4L.
Et après, le truc, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de connaissances mécaniques. Donc pour tout ce qui est vraiment purement mécanique, on a demandé du coup un garage. Et après pour tout ce qui est bien sûr accessoires, c'est-à-dire je sais qu'on a mis une ligne en plus. C'est Ça- un beau bruit. Hein. Un beau bruit. Et du coup ça, je sais qu'on l'a monté nous-mêmes. Pareil pour tout ce qui est les feux et tout ça, ça c'est nous. Mais sinon après, tout ce qui est purement mécanique, on voulait être sûr que ça soit bien fait. Et du coup on a demandé à un garage de le faire. Il y a le club mécanique de l'ECAM Ouais. aussi qui aide pas mal. Ouais. C'est peut-être une de tes prochaines questions. Non, mais j'allais y venir aussi. Mais Qui aide pas mal pour les préparations. C'est vraiment des gars qui sont là juste pour donner des coups de main et ça c'est vraiment cool. Au garage juste au-dessus, t'apportes ta 4L et ils t'aident. Ouais, c'est qu'on y a passé pas mal de temps. outre l'aspect mécanique, il y a aussi tout l'aspect financier. Comment ça se passe par rapport à ça? Il faut trouver des partenaires. Moi, je sais que nous, on a commencé Nous, du coup, on s'est préinscrit en mars, fin mars, début avril. On a commencé la recherche de sponsors en juin. Et en fait, alors, on peut aller voir les différentes enseignes, souvent plus les PME d'ailleurs qui donnent, plus que les grosses entreprises. Mais c'est surtout par les contacts, en fait. C'est uniquement, je sais que nous, c'est quasiment uniquement par les contacts. Ça t'aura des fois 200, 300 euros, ce qui est très bien, hein. Mais si tu veux avoir des restaurants ou des trucs comme ça. Mais je sais que nous, quasiment 90%, c'est les contacts. C'est pas pour toi, mais- Ouais, c'est ça. En fait, le but, c'est du coup de vendre un encart publicitaire sur sa 4L contre une somme d'argent. Donc après, c'est au début. Faut faire un dossier de sponsoring. En fait, c'est ça un peu qui met du temps au début. Un dossier détaillé qui explique le projet, l'équipe, qu'est-ce que c'est, parce qu'il y a pas mal de gens encore qui connaissent pas le 4L Trophy. Le présenter, je suis d'accord que ce qui marche, c'est principalement les contacts qu'on connaît, la famille. Après, il y a parfois des entreprises aussi qui sponsorisent des véhicules entiers, je sais, chaque année, donc des grosses entreprises. Mais on va dire que c'est la partie où il faut du temps, il faut être patient quand même pour trouver des sponsors. Ouais, les relances, nous, c'est les relances. Et ils te disent oui, ils te font un accord oral, mais après, c'est avoir l'argent sur le compte et avoir le logo pour la voiture, tout ça, c'est beaucoup de relances et trouver des phrases parce que ça fait la troisième fois que tu la relances dans la même semaine et de dire tu leur envoies juste une photo de la 4L, regarde comme elle a avancé, ça serait mieux d'avoir ton logo sur la 4L, le truc comme ça, quoi. Ouais, non, ça. Ils ont besoin de se projeter aussi, mais ça marche pas toujours à tous les coups. Mais en tout cas, c'est la partie la plus importante parce que pour faire le 4L Trophy, il faut quand même un certain budget et du coup, c'est grâce aux sponsors que tout se fait aujourd'hui. Et tu parlais de contact, trouver les sponsors. Comment est-ce qu'on trouve aussi sa 4L? Est-ce que ça s'achète, je sais pas, sur le Bon Coin ou comment ça se trouve? Je sais qu'il y a 3 types. Je sais qu'il y a un gros groupe sur Facebook qui s'appelle 4L Entraide. Si vous voulez faire le 4L Trophy, c'est le mieux. Faut s'abonner à ce truc. Vraiment, parce qu'il y a des boss là-dessus qui connaissent tout sur les 4L, donc qui peuvent t'aider. Et donc là, il y en a qui vendent là-dessus, il y en a pas mal qui vendent sur le Bon Coin. C'est que nous, on l'a eu par contact, parce que genre, c'est un ami d'amis qui avait une 4L et qui s'en servait pas. Du coup, on l'a eu comme ça. Mais je crois que c'est globalement le Bon Coin et le groupe Entraide. Ouais, moi, je l'ai acheté sur le Bon Coin, mais c'est vrai que du coup, aujourd'hui, il n'y a plus aucune Renault 4L qui sont produites et chaque année, du coup, le trophy se fait. Et c'est de plus en plus compliqué de trouver des 4L et surtout, vu que dans le désert, elles prennent quand même un peu tarif, parfois, il y en a de moins en moins sur le marché. Et le problème aujourd'hui, c'est le prix de la 4L. Parfois, on trouve à des prix quand même assez chers sur le Bon Coin. Donc, il faut trouver la perle et mettre des annonces et des notifications sur le Bon Coin. Et dès qu'il y en a une qui te plaît, foncez. C'est ça, il faut direct y aller. Mais par contre, faut faire gaffe parce que souvent, il faut mieux s'accompagner de quelqu'un qui s'y connaît un peu. Parce qu'il peut y avoir des petites. Faut faire super gaffe au châssis, par exemple. C'est quelque chose qui regarde les mécanos. En fait, à l'arrivée, tu as une équipe de mécanos qui vérifie ta voiture. C'est très minime, mais qui regarde surtout le châssis. Parce que du coup, le châssis est vraiment mis à rude épreuve pendant le 4L. Et du coup, vraiment regarder au moins le châssis lors de l'achat. Ouais, c'est le truc le plus important. Et puis, après, le but, c'est vraiment d'avoir une voiture avec une bonne base, parce que c'est ce que tous les mécanos disent là-bas, d'avoir une bonne base. La carrosserie en soi, au début, on s'en fout un peu, mais qu'elle marche et qu'elle soit quand même robuste. Et puis aussi trouver des 4L. Les 4L, il y en a différents types. Bon, après, ça, c'est dans la mécanique, mais il y a différents types. Et il y en a qui ont des tout petits moteurs, et il y en a qui partent faire le 4L avec ces véhicules-là et qui, dans les montées, ont quelques galères. Enfin, c'est des véhicules qui vont avoir tendance à avoir plus de galères. Donc, c'est quand même bien de se renseigner avant d'acheter sa 4L, mais il y a plein de vidéos, il y a plein de gens qui sont là pour aider. Pour trouver ces c'est vraiment, en fait, moi, j'étais choqué par l'entraide, en fait. C'est vraiment tout le monde, si tu peux aider quelqu'un, bien sûr, tu y vas, tu vois. Et ça, franchement, je trouve ça vachement cool.
Mais c'est dans ce groupe-là Facebook où il y en a plein qui mettent juste une vidéo de oh, j'entends un bruit bizarre sur ma 4L, c'est quoi? Et là, t'as 20 commentaires de gars qui disent ah, bah c'est ça, c'est sûr. Ah, ouais. Et le mec, il a déjà fait le tuto YouTube pour la changer. Ouais. C'est pratique, c'est pratique. Ah, vraiment. Ouais. Et est-ce que vous partez quand même sous les cams? Parce qu'on a vu les stories où donc il y avait la ribambelle de 4L qui partait de l'ECAM. Est-ce que faut faire un dossier quand même par rapport à l'ECAM ou comment ça se passe au niveau des inscriptions en fait? Ouais, il y a un dossier à présenter auprès de l'ECAM parce que normalement on se doit du coup d'être en cours sur cette période-là, pour Ok. ma part en arrêt métier. Et donc on doit présenter notre projet, mais comme n'importe quel projet à l'ECAM quand on part, que ce soit une année de césure ou quoi. Et comme ça, ils voient que c'est quelque chose de fondé et pas juste des gens qui essayent de sauter les cours. Et à partir de ce moment-là, du coup, l'ECAM nous accorde le droit de ne pas être en cours. Et voilà, et du coup, c'est un peu comme ça que l'ECAM nous soutient. C'est que moi, j'ai dû aussi faire la même chose, mais en entreprise. Parce que j'ai eu un peu de chance que j'ai loupé 2 semaines d'école. Bon, l'école, du coup, était pas trop contente. Mais du coup, l'entreprise a dit que bah oui, bien sûr. Et du coup, après, on a pu s'arranger avec l'entreprise pour que du coup, je puisse sauter l'école et après avoir sauté aussi une semaine d'entreprise. Parce que du coup, moi, je suis parti 3 semaines. Mais ouais, du coup, c'est faire un dossier que du coup, à l'entreprise et à l'école, ils te valident ou pas, quoi. Et alors comment ça se passe vraiment pendant le rallye? C'est déjà sur combien de jours exactement une fois que vous arrivez tous à Biarritz? Ouais, en tout, du coup, il y a des gens qui viennent de partout. Le vrai départ se fait à Biarritz. Et donc à Biarritz, pendant 2 jours, ça va être les essais contrôle mécanique. Donc ça va être les jours où toutes les 4L vont passer et ça va être vérification du châssis. Ça va être vérification, on a des équipements obligatoires à avoir, de sécurité, tout ça. Et donc on a tous un créneau et ensuite le départ se fait de Biarritz. Et l'arrivée se fait à Marrakech et entre-temps, donc il y a 10 jours de course. C'est du 16 au 26 février, normalement. Cette année, c'était ça. Et on a, donc à partir du départ, on va avoir 2 jours top chrono pour rejoindre le sud de l'Espagne, donc en toute autonomie. Donc c'est là que commence l'aventure. Ouais, c'est les drôle. premières péripéties. Et, du coup, il y avait 1204L cette année. Ah ouais. 1204L sur l'autoroute espagnole. Ouais. Ça fait quand même un sacré spectacle. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde se double, ça y va à coups de trompette, chacun a monté des trompettes différentes. Il y en a, ils ont ramené des trompettes de bateau, des trucs comme ça. Des trucs de paquebot, ça. Ouais, des trucs de paquebot. oreilles, là. Ah, vraiment. Ce qui est drôle aussi, c'est avec les mégaphones, les gars. Ouais, le mégaphone aussi. Mais du coup, ouais, on s'amuse beaucoup. Il y en a, ils ont des ardoises quand on se double, du coup, pour faire passer les messages, genre bière le soir ou des trucs comme ça, quoi. C'est un conseil, si vous faites le 4L Trophy, prenez une ardoise. Vraiment. C'est même pas au début pour Moi, c'est pas du communiquer. tout. Pour communiquer, pour faire l'apéro le soir avec les, Ouais, avec c'est les ça. potes sur l'autoroute, c'est pas mal. Et donc vous vous retrouvez au sud de l'Espagne, vous prenez le bateau et vous arrivez au Maroc. Ça se passe comment une fois que vous arrivez là-bas? Vous avez, je sais pas, vous avez un GPS ou est-ce que vous dormez dans votre 4L? Il y a des tentes? Comment ça se passe une En fois fait, que vous êtes ça là-bas? dépend, en fait. Justement, c'est ce qu'il a dit, il y a différents types de 4L. Donc, il y a la petite 4L, j'ai la moyenne grande 4L et la très grande. Là, ça ressemble plus à un corbillard. Ouais, en fourgonnette. Ouais, la fourgonnette. Et du coup, eux, ils peuvent, dans la moyenne grande et la grande, ils peuvent dormir dedans. Et du coup, là, ils n'ont pas besoin de tente. Ouais. C'est que tous ceux qui, après, qui sont en berline, souvent, ils dorment en tente. Ça demande un aménagement quand même particulier quand Ouais, ils ça. ont donc les fourgonnettes parce que faut avoir un rangement derrière, tout un système pour pouvoir ranger ça. leurs affaires et pouvoir dormir le soir. Mm. C'est vrai que la plupart des gens qui sont en fourgonnette dorment dedans. Mm. Après, ouais, c'est un peu moitié-moitié par rapport Ouais, ça. pour la tente, c'est pas mal. Et pour répondre du coup, quand on arrive du coup en Espagne, directement on doit aller rejoindre les premiers bivouacs parce que ça fonctionne là-bas au Maroc. C'est tous les soirs on se retrouve au milieu du désert dans des grands bivouacs qui ont été spécialement réservés pour nous. Et donc on doit directement filer là-bas. Donc on n'a jamais un peu de temps de répit dans le sens où on a quand même beaucoup de kilomètres chaque jour. L'importance de se relayer aussi avec son copilote. Ouais, ça. Des grandes distances. Et voilà, donc premier jour, quand on arrive, direction, c'était Boulajoul, je crois. Boulajoul, Enfin, ouais. ça dépend. Boulajoul, Je sais qu'on a eu en plus des petites galères, parce que du coup, il y a eu, juste avant, il y avait eu beaucoup de houle à Gibraltar. Du coup, tous les bateaux avaient pris un jour de retard. Donc, c'est-à-dire que du coup, ils le rattrapaient petit à petit, mais en fait, les Marocains, ils n'étaient pas forcément l'organisation. aptes à recevoir 1204L. Donc, ils étaient un peu tous comme ça, beaucoup de 4L. C'était un bordel monumental pour faire tous les passeports, toute la douane. Et toutes les démarches administratives. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait pas mal à l'aller sur le bateau qu'on a pris.
Le bateau bougeait quand même pas mal. Et du coup, Ouais. on avait apparemment de la chance de prendre le bateau à ce moment-là. Ouais. Parce que les conditions météo n'étaient pas super bonnes. Ouais. Et alors justement, c'est quoi le plus dur pendant ce voyage? Je sais pas s'il y a forcément des moments vraiment durs, à part peut-être des moments où c'est un peu de la vie aussi, avec toujours avec son coéquipier. Donc il faut savoir aussi bien connaître la personne avec qui on part. Moi, je sais que ça s'est bien passé, mais forcément, il y a des moments où, quand tu tombes au bout de la 5e fois de la journée en panne au milieu du désert, qu'il n'y a rien autour de toi, tu peux facilement baisser les bras. Mais Il va falloir les nerfs bien solides. Mais... après, c'est quand même rapide sur 10 jours. Mais si c'est, en revenant, c'est Ouais, quand même bon. la fatigue qui est accumulée, donc c'est un peu ce qui peut jouer. Après, il n'y a pas forcément de moment critique. Ouais. Moi, je sais que juste que tu dormais en tente. Ouais. Ouais, moi aussi, je dormais en tente. Et en fait, C'était galère. dès le premier jour, notre tente, notre matelas, il a crevé. Ah ouais, ok. Ouais, comme je dis, après, c'est entré, tu vois. Du coup, là, direct, on a trouvé un matelas. Sauf que c'est un matelas 3 places, en fait. Et du coup, en fait, ça a surgonflé la tente et on n'arrivait pas à fermer À la fermer, ouais. à la fermer le deuxième, en fait. On avait les pieds à l'air. Mais en fait, il se trouve que dans le désert, enfin, surtout à. C'est froid. Bon, Boulajoul, on est à 1800 mètres. Donc, c'est-à-dire que là, je crois que la nuit, il a fait un -1, tu vois. Donc, -1 ou 2. On s'est équipé, c'est-à-dire quand tu lis sur les forums, tout ça, on te dit oui, il faut prendre des sacs 0 degré, tout ça. Donc, moi, je n'en avais pas, j'ai pris 2 sacs de couchage. Et même avec 2 sacs de couchage, 2 paires de chaussettes, avoir les pieds à l'air, j'ai eu très, 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 très froid. Ouais, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais il fait chaud la journée et froid la nuit dans le Ouais, c'est désert. ça. Et super humide, ça je pensais pas. Ouais, super humide, c'est-à-dire que moi je me suis déjà retrouvé avec une goutte dans la tente. Après, c'est aussi peut-être parce qu'elle n'était pas fermée. C'est possible. Et du coup, vous allez sur l'aspect humanitaire, vous partez avec des fournitures, ce genre de choses. Ça se passe comment pour la distribution? Il y a pas mal du coup l'aspect humanitaire qui est abordé. Moi je dirais que c'est plus quand même un peu solidaire plus qu'humanitaire, parce qu'on vient juste en fait apporter donc des fournitures en aide. Notre temps d'action en fait est vraiment très réduit, donc c'est vraiment une action de solidarité qu'on fait envers en fait on est en lien, donc le 4L Trophy est en lien avec l'association des enfants du désert, et donc c'est par cette association qu'on va distribuer les dons, donc dons fournitures scolaires, fournitures sportives. Et ça marche comme ça. Et il y a le premier jour à Merzouga, donc, dans un bivouac au Maroc, où il y a des enfants en fait, qui viennent de cette association et qui viennent sur le bivouac pour pouvoir jouer avec eux. Et c'est un peu le moment où on va aussi pouvoir les rencontrer, où on donne les dons. Donc c'est la journée où il y aura le plus cet aspect de solidarité. Ouais, ça, je sais que j'ai pu faire un volet avec eux, ou des trucs comme ça, donc c'est super sympa, quoi. Mais sinon, ils vérifient pas trop. Et je sais qu'il y a aussi ceux qui veulent vraiment partir pour tout ce qui est pour les enfants du désert, où c'est vraiment un point important. Je sais que 2 mois à l'avance, il y a C'est la journée ambassadeur. Ouais, c'est la journée ambassadeur. Où en fait, il y a 20 équipages, 20 personnes ou 20 équipages, je sais pas. Mais il faut s'inscrire longtemps à l'avance et dès que ça sort, en fait, dans les 1 heure, c'est pris. Ouais. Mais du coup, en fait, tu passes pendant, je crois, une journée. Pendant une journée, tu vas dans les écoles au Maroc. Et du coup, il faut que tu montes un projet. C'est-à-dire que j'ai parlé avec un équipage, ils ont donné des cours de guitare, il y en a, ils ont fait un cours de sport. Et du coup, il faut amener un projet, en fait, et tu es sélectionné. Et du coup, en fait, tu donnes des cours à des enfants. Donc pour ceux qui ça intéresse... Journée ambassadeur, moi, je l'ai pas fait non plus, mais je sais Ouais, j'ai que pas fait non plus. Ouais. t'as l'aspect solidarité qui est encore plus poussé là-dessus. C'est quand même une bonne idée. Alors, prochaine question, est-ce que vous avez une anecdote à nous partager sur votre voyage? Moi, petite anecdote drôle, en fait, donc pendant le 4L Trophy, il y a une grande étape qui s'appelle l'étape marathon. Et c'est l'étape, en fait, on va être en autonomie pendant 2 jours dans le désert. Et donc, ce qui est mis en avant, c'est l'aspect autonomie. Et vous partez, et le soir, on dort en bivouac au milieu du désert comme on veut. Et le lendemain, on arrive à Marrakech. Et donc, moi, avec mon copilote, on avait déjà eu pas mal de soucis mécaniques. Et ce jour-là, on part pour cette journée en autonomie. Et voilà, pas à peine 2 km du départ qu'on tombe en panne. Et on est censé être en autonomie. Et on a dû attendre. Pas d'aide méca. Et le fait est qu'au bout de peut-être bien une demi-heure, est arrivée une voiture méca pour nous aider. Et qui nous a aidés. Donc, problème qui a été résolu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en partant, on lui dit merci, tu peux partir. Et
C'est à partir de ce moment-là qu'on a appris qu'on était la voiture balai. Et donc, sur cette journée autonomie, on était officiellement les 1200e sur 1200. Et c'est la journée en fait où on était le moins en autonomie de tout le 4L Trophy. Donc on a eu galère tout le long. Il y avait des commissaires, donc, tout ça. voilà. Donc cette journée restera quand même mémorable. Trop belle. Ouais. Vous avez fait la voiture balai. Ouais, on a fait la voiture balai. C'est quand même drôle. Franchement, c'est beau. Ouais. C'est une petite fierté quand même. C'est une petite fierté. C'est le petit check-up sur la 4L. Et pour moi, du coup, en fait, à Merzouga, en fait, du coup, il y a 2 boucles. Du coup, on reste pendant 3 nuits à Merzouga. Donc, c'est magnifique parce qu'il y a des dunes partout. C'est en plein milieu du désert, donc pas de réseau par contre. Mais c'est magnifique. Du coup, en fait, c'est un peu l'activité du coin. C'est-à-dire que nous, on les appelait les Berbères, mais du coup, c'est les Marocains locaux qui installent leur souk. Et du coup, ils amènent tous leurs quads pour que du coup, tu puisses faire du quad dans les dunes. Mais je sais que moi, on en a fait pendant 1 heure, c'était monumental. Et du coup, c'est toute l'étape, du coup, au Maroc, quand tu arrives, c'est toujours la négociation, quoi. Tout passe par la négociation, et il se trouve qu'en plus, tu as du coup un équipage qu'on a rencontré. On s'est fait d'ailleurs super pote avec lui, c'est un mec de Nice, il s'appelle 4L trop frais, il s'appelle Mathias. Il s'appelle Miguel maintenant, parce que c'est Miguel. Ça de Miguel, très important. Et qui voulait acheter une mobilette à un Berbère, du coup. Et du coup, il n'a pas réussi, mais du coup, il se trouve que du coup, on a pu négocier après les quads. On négocie, mais ça durait 15 minutes, 20 minutes. À la fin, on avait tous marre. Et au final, on a négocié. En fait, à un moment, on lui a dit, bon, écoute, mais juste pour rigoler, quoi. Parce que nous, on pensait que c'est un pays musulman. Du coup, forcément, l'alcool, c'était péché, tout ça. Et du coup, on arrive. Et enfin, il y a un de mes potes qui lâche, bon, on te propose 6 bières. Donc, les bières qu'on avait achetées, on avait acheté des immenses packs pour Al Jazeera. Ça revenait à 20 centimes la canette. Bon, on t'offre pour 15 € 1 heure, ce qui est strictement rien, surtout que les quads, on les a vraiment foutus en l'air. Et 15 € plus 6 bières. Et il nous a regardé avec des grands yeux comme ça, il a fait « Ok, c'est bon ». Et tu le verrais, il se promenait après dans tout le campement avec ses 6 bières, il les montrait à ses potes en mode « J'ai un truc », et du coup on a appris qu'en fait tu pouvais très facilement négocier avec des bières. C'est vrai que tous négocier la bière là-bas, avec n'importe qui, même entre équipages, entre partout. Ouais, ça. Tips à noter pour ceux qui veulent partir avec des bières. De San Miguel. San Miguel, elle passe bien. Ouais, bon, à la fin, on a un peu marre. Hein. Pour moi, ça a le goût de pétrole à la fin. Mais voilà. Et alors, arrive la fin du 4L Trophy. Vous savez vos positions finales Malheureusement, on les connaît, oui. Malheureusement, on les connaît. Du coup, comme disait Mathieu au début, c'est en fonction des kilomètres. Et nous, on est arrivé 900 et quelques sur 1200. Donc, en fonction de la distance parcourue. Après, on faisait pas ça pour la course. Hein. Ouais. Du coup, nous, on est arrivé encore mieux. On est arrivé 1100, un truc comme ça. Mais nous, au début, on jouait la gagne. Mais il se trouve qu'après, on a eu une petite erreur de parcours. Je peux la raconter. Parce qu'en fait, quand à Merzouga, du coup, il y avait 2 boucles. En fait, on a commencé le premier jour. On a commencé sur la première boucle. En fait, on coupait tellement. En fait, du coup, on coupait à travers les dunes, tout ça. Et en fait, à un moment, on suit un roadbook, en fait, du coup, ce qui suit par un nombre de kilomètres. Et à un moment, il y a marqué suivre pendant 3 km le bitume. En fait, on avait tellement coupé qu'à un moment, on arrive sur du bitume, et du coup, les 4L arrivaient. On se dit, bon, ça fait au moins 2 km qu'elles sont là. Du coup, on a continué pendant 1 km, on a vu plein de 4L partir à droite. On s'est dit, c'est bon, c'est forcément là. En fait, c'était la 2e boucle qui reprenait. Et du coup, forcément, en fait, on a repris, sauf qu'au lieu de faire une boucle de 4 heures et une immense boucle, du coup, on a fait une petite boucle de 1 heure, 1 heure et demie. Et sauf que du coup, on était en fait hors classement. En fait, on a fait une boucle beaucoup trop courte. Et du coup, quand tu fais une boucle beaucoup trop courte, et quand tu es hors tolérance, entre guillemets, du coup, en fait, c'est une boucle de 90 km. Et du coup, ils t'infligent, en fait, ils te mettent 3 fois. Donc, du coup, ils nous ont mis une pénalité de 270 km. Ça fait mal, ça. C'est ça, sauf qu'entre le premier et le 10e, je crois qu'il y a 200 mètres d'écart. Et le premier et le 100e, il doit avoir 2 km d'écart, quoi. Donc quand tu as plus, du coup, 180 km d'écart par rapport aux autres, du coup, forcément, tu peux plus trop jouer le classement, quoi. Il y en a vraiment qui le jouent pour le classement. Carrément. En fait, le but, du coup, c'est pour le système, on n'a pas de GPS là-bas, ça se fait tout au roadbook. Donc en fait, on a un livre qui nous indique les directions à tel caillou dans 200 mètres, tournez à droite, et ça se fait aussi à la boussole. Donc faites cap 130 dans 200 mètres après la route ou des choses comme ça.
Et le seul truc qui est compté, en fait, c'est qu'il faut passer par certains checkpoints sur le terrain. Parce que sinon, tout le monde couperait comme tu as fait toi. Et il faut passer par certains checkpoints. Donc, c'est validé par une balise GPS. Et si on loupe ces checkpoints, on a des pénalités. Et donc, il y a plein de personnes qui vont donc calculer quelle est la meilleure trajectoire. Il y en a qui, vraiment, on les regarde, ils font de la trigonométrie dans leur voiture, ils tracent des trucs pour essayer d'avoir les meilleures trajectoires. Et les personnes qui clairement sont sur le podium du 4 Trophy, c'est des personnes qui faisaient des tout droits et traçaient. Et il y en a qui sont vraiment matrixés par ça. Je sais qu'il y en a l'équipage de l'ICAM, c'est les 4 éléphants, je pense qu'ils vont se reconnaître. Mais du coup, ils ont fini 7ème, bravo à eux. Bien joué. Mais en fait, c'est pas du tout le même 4L Trophy en fait. C'est-à-dire que tu t'arrêtes à 4L parce que du coup, c'est ta position GPS sur la 4L et là, t'as un mec qui va aller courir. Donc ça peut être pendant 20 minutes, il va courir jusqu'en haut de la colline, voir du coup où, avec des jumelles, parce que du coup, si vous voulez vraiment jouer le classement, prenez des jumelles, ça sert. Parce que du coup, tu vois les fumées en fait, des voitures. Et en fait, du coup, ils regardent si elles vont tous faire un contour comme ça. Lui, eux, ils faisaient un tout droit dans la montagne. Sauf qu'ils me disaient que des fois, ils sont plantés pendant 2 heures dans la montagne. Pendant 2 heures, ça a tiré la 4L, parce que la 4L n'avançait plus. Et parce qu'ils étaient complètement plantés, quoi. Mais du coup, eux, ils faisaient des boucles au lieu de 4 heures. Ils partaient à 7 heures du camp. Ils arrivaient à 22 heures. C'est peut-être un peu exagéré, mais c'est-à-dire qu'ils profitaient un peu moins de tous les autres choses qu'il y a au 4L Trophy, ça. Mais par contre, du coup, bien joué, ils ont fini 7ème. C'est vrai que le risque de vouloir toujours couper, c'est déjà des moments se retrouver vraiment paumé au milieu de nulle part. Et c'est surtout que parfois, c'est des endroits où c'est plein de cailloux ou sinon plein de sable. Et c'est de toute façon le truc qui se fait le plus au 4L Trophy, c'est d'être ensablé. Et si tu es tout seul ensablé, tu peux toujours te débrouiller, mais parfois, il y en a qui perdent des heures juste à être bloqués. Donc c'est dommage. Et alors, ça se passe comment après vous arrivez c'est quoi la dernière étape? C'est l'épreuve marathon. Ouais. Pendant 2 jours, tu es en autonomie dans le désert. Donc, tu dois rejoindre Merzouga jusqu'à Marrakech. Et vous arrivez à Marrakech. Ouais, ça. Ouais, donc l'arrivée se fait à Marrakech au circuit de... C'est un circuit à Marrakech apparemment assez connu. Moulay El Hassan. Et donc l'arrivée déjà... en fait, ça fait... la dernière journée, ce qui est assez drôle, c'est qu'on part dans le désert et pour rejoindre Marrakech, on doit passer par le col de Tishka. Chiquita, moi. Ouais, tout le monde le prononçait comme il voulait. Et c'est un col qui est quand même, je pourrais plus pas dire l'altitude. Il y a 1200, je crois. Ouais. Et en fait, on tape de la neige. Ouais. Ce qui est très drôle, c'est que on avait du sable, grand soleil le matin, et tu te retrouves dans le col avec de la neige sur la route. Mais blizzard, je sais que nous on a eu blizzard, mais blizzard quoi. Et du coup, ça fait vraiment. Et là, ça fait épreuve de rallye, quoi. Et du coup, je sais que, après, nous, on a un peu fait les cons, je sais, mais c'est que nous, du coup, on faisait le truc dans. Vu qu'en fait, on est équipé de pneus neige, je sais pas toi. Pour le désert, en fait, le 4L Trophy préconise les pneus neige pour le sable. Pour le sable. Ouais. Et du coup, là, ça marchait assez bien, du coup, dans le col de Chiquita. Et du coup, je sais que nous, du coup, tu passes par des décors magnifiques, mais du coup, tu t'attends pas du tout à voir ça au Maroc, quoi. Mais c'est ça qui est cool, c'est que tu vois vraiment des paysages désertiques, tu vois des petits villages, ça c'est cool aussi dans les petits villages. Tu traverses, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pas mal d'enfants aussi sur la route, très dangereux aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup prévenu à l'avance. Mais donc là-bas, ce qui se fait normalement, c'est les enfants sur le bord de la route. Et il y en a beaucoup qui veulent arrêter les 4L et qui sont prêts à mettre leur vie en péril. Il y a un mec, il est au milieu de la voiture, quoi. Au milieu des voies, quoi. Et genre, il fait comme ça, tu vois, genre... Donc ça, faut faire vraiment attention. Mais donc en fait, il y a des enfants qui vont être plus là-dedans. Après, il y en a plein, ils sont super souriants ça. quand tu passes, mais ça faut faire attention. C'est que nous, on a des enfants pour nous arrêter, ils jetaient des cailloux. Ouais, il y en a qui se sont fait casser, ils ont perdu leur pare-brise. Ouais, il y en a qui ont perdu leur pare-brise, parce que du coup, en fait, pour t'arrêter, en vrai, pas meilleur moyen de casser la voiture. Donc forcément. Bon, ça, c'est une petite partie. Ouais, c'est une très petite partie, mais je sais que moi, nous, 2-3 fois, on s'est fait peur, tu vois, dans un virage un peu qui tournait bien, t'as un petit enfant qui fait coucou d'un coup. Ouais, plutôt éviter, ouais. Ouais, c'est ça. Et donc, vous rentrez ensuite, après Marrakech, vous rentrez tranquillement en France. Vous avez déjà revendu votre 4L peut-être? Comment ça se passe Du coup, pour ma part, donc après à Marrakech, donc c'est toute la fin. Ensuite, on est tranquille à Marrakech, on peut même visiter un peu. Et quand on est remonté après, moi j'ai eu des petits soucis mécaniques avec la 4L.
Donc on est rentré malheureusement sans la 4L qu'on a dû laisser en Espagne. Mais la 4L est revenue en France. D'ailleurs, je vais la chercher juste après. Et donc l'idée après, derrière, c'est de la revendre pour ma part. Parce que le 4L Trophy, moi j'estime que ça se fait une fois. C'est pas quelque chose qu'on va refaire derrière. Donc la revendre pour le 4L Trophy idéalement, parce que c'est le genre de véhicule qui est du coup déjà préparé. Et même pour rentrer dans le budget, tout ça, le revendre derrière assez rapidement. Ça boucle, c'est ça. la boucle. Ouais. Et nous, du coup, on arrive à Marrakech, il y avait nos familles qui nous attendaient, donc c'était vraiment c'était trop cool, quoi. Du coup, on a pu visiter Marrakech, et nous, on est resté un jour de plus, parce qu'on a appris que les billets de bateau, on pouvait en fait, tu peux prendre le bateau n'importe quand, un mois après, pendant un mois. C'est qu'il y en a qui sont toujours pas rentrés, qui sont encore au Maroc, là. Ouais. Et du coup, on s'est pris un jour de plus à Marrakech. Et puis après, on s'est fait toute la remontée de l'Espagne en mode un peu plus chill. Du coup, on avait pas une semaine de vacances. Donc, là, c'était vraiment, on vivait au jour le jour. On se disait, bon, là, on a envie on roule bien. Bah, du coup, là, on se fait Malaga, Alicante. Donc, nous, on s'est fait Malaga, Alicante, Calpe, Barcelone, Montpellier, après Lyon. Ouais, sympa. Ouais. Ouais, donc on s'est dit, tant qu'à faire, on visite un peu la côte espagnole, tout ça, on kiffe. Et du coup, en plus, on retrouve des potes sur le trajet, donc c'est cool, des potes en Erasmus, des trucs comme ça. Donc, franchement, c'était cool. Et pour la revendre à la 4L, nous, on devait la revendre à la base. On s'est beaucoup attaché à la 4L. Donc vous la gardez? On sait pas, mais je pense qu'il y a forte chance qu'on la garde. En tout cas, on la garde sûr pour l'été, c'est-à-dire qu'on va sûrement se faire des petits trucs dans les Alpes ou des trucs comme ça. On voulait partir au ski avec, mais plus trop de neige. Mais je sais que nous, on la garde au moins jusqu'à cet été. Pour profiter un peu et à voir si on la garde après. C'est vrai que tu t'attaches rapidement à Ah un ouais. petit bolide. On a resté 3 semaines non-stop avec. Ouais. Voilà. Bah, je pense qu'on va finir sur ça, si ça vous va. Ok. Peut-être vous pouvez, on n'en a pas parlé d'ailleurs, rappeler vos noms d'équipage. C'est vrai. Alors, moi, c'était l'équipage du coup 1515 et on s'appelait Jules Aurel Tulora. Voilà, avec mon pote Aurélien Robier. Moi, c'est l'équipage 1705 et c'est la 4L trop folle. Et bah, merci à vous en tout cas. Ouais. Merci à toi. Bah, moi, je suis là pour ça. Hein. Merci à Paul. Ouais, merci aux ingés. Et on mettra vos Instagram d'équipage en description. Top ça. Tout ça, si vous voulez aller checker et voir un peu ce que ça donnait. Carrément. Et bah, merci à vous. Et à la prochaine fois pour vous qui voyez.